Fin 2018, de mystérieux colis piégés ont été envoyés des personnalités américaines opposées au président Donald Trump. Ces colis visaient notamment l'ancien président Barack Obama, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton ou encore l'acteur Robert De Niro. Envoyés par la poste, aucun de ces colis chargés d'explosifs n'est parvenu jusqu'à leur cible. Une vaste enquête policière fut menée pour trouver le ou les auteurs de ces tentatives d'assassinat. De l'ADN est finalement trouvé sur l'un des colis, appartenant à un certain César Sayoc, un militant pro-Trump connu pour ses nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux. Il est arrêté le 26 octobre 2018 et vient d'être condamné en août dernier à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable contre les 65 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Si cette affaire a autant marqué l'opinion américaine, c'est parce qu'elle ravive de vieux souvenirs. Car aujourd'hui, vous allez découvrir comment un seul homme a réussi entre 1978 et 1995 à terroriser toute une partie de la société américaine. Car oui, il est bien question ici d'un terroriste, mais derrière ce nom étrange de Unabomber que lui ont donné les médias américains à l'époque, se cache un homme avec une histoire hors du commun. Un homme passé de mathématicien hors pair à homme le plus recherché des États-Unis. Bon, et comme parler d'un terroriste sur YouTube, ça veut forcément dire démonétisation, bah pour pallier à ça, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Avec des graphismes franchement très bons, des mécaniques d'action RPG poussées et la possibilité de personnaliser vos persos, ainsi que leurs artefacts, Raid Shadow Legends est le jeu mobile le plus ambitieux de 2019. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Avec déjà 10 millions de joueurs en 6 mois, une note quasi parfaite avec 4,5 étoiles sur le Play Store, avec 300 000 avis. Et la nouvelle fonctionnalité très attendue de Faction Wars, ce sont de très nombreuses heures de jeu en PvE ou PvP qui vous attendent. En plus de ça, vous pouvez recevoir des récompenses quotidiennes pour les 90 premiers jours de jeu. Et avec les liens en description, vous obtiendrez 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour démarrer votre aventure. Nous sommes le 15 novembre 1979, à bord du vol 444 de la compagnie American Airlines, ralliant Chicago à New York. Quand soudain, un bruit sourd retentit. Quelques minutes après la détonation, de la fumée remplit l'habitacle de l'appareil. L'avion fait immédiatement demi-tour et réalise un atterrissage d'urgence. Une fois l'avion posé, l'équipage et les 70 passagers sains et saufs, l'enquête peut commencer. Les enquêteurs réalisent très vite qu'il s'agit bel et bien d'une bombe. Une bombe artisanale, fabriquée avec des boîtes de jus de fruits et un détonateur prévu pour se déclencher à une certaine altitude. L'affaire est confiée au FBI et les enquêteurs découvrent que la bombe a en réalité mal fonctionné. Parce que si la bombe avait explosé normalement, l'avion aurait été désintégré. Mais voilà, aucun indice ni aucune revendication, mais malgré ça, l'affaire est prise très au sérieux et c'est la piste terroriste qui est privilégiée. Et pour enfin trouver une piste, le FBI doit remonter en arrière. Les seuls éléments dont il dispose, c'est le type de bombe, dite en tuyau. En gros, c'est une bombe avec une forme allongée, d'où le nom. Ainsi que le coffrage en bois et le mode d'expédition par voie postale. Et là, ça match, les enquêteurs découvrent deux cas similaires. Le premier en mai 1978, lorsqu'un colis similaire destiné à un universitaire de Chicago explose et blesse légèrement un policier. Et un an plus tard, dans la même université, cette fois-ci, c'est un étudiant qui a le malheur d'ouvrir le colis, ce qui lui vaudra quelques doigts en moins. Et c'est à ce moment-là que les médias vont s'emparer de l'affaire et vont créer ce fameux surnom, Unabomber. UN pour University, A pour Airline et Bomber, poseur de bombes. L'affaire tourne en rond jusqu'au 10 juillet 1980, où le PDG de United Airlines reçoit cette fois une bombe creusée dans un livre. La bombe explose et lui lacère la main. Le FBI reconnaît la patte de l'Unabomber, mais toujours pas d'indice, ou presque. Cette fois, l'auteur a laissé 2 lettres, toutes signées FC. Problème pour le FBI, le terroriste a toujours un coup d'avance sur eux. Tenez, par exemple, les enquêteurs vont perdre un temps considérable sur une piste totalement foireuse. Dans l'une des lettres, ils retrouvent un poil. Et en fait, il s'avère que le terroriste a mis un poil de quelqu'un totalement au hasard pour exprès les induire en erreur. C'est le 11 décembre 1985, à Sacramento, 7 ans après la première bombe, que l'Unabomber tue pour la première fois. Après être allé déposer lui-même un colis aux portes d'un magasin d'informatique, la bombe explose et tue Hugh Scruton, le gérant du magasin. Un témoin décrira le poseur de bombe, ce qui donnera ce portrait robot de l'Unabomber, désormais très célèbre, qui fut largement diffusé dans les médias américains. Sauf qu'on découvrira bien après que le témoin en question n'avait pas vu grand-chose et a été fortement influencé par la question de l'enquêteur. Ce qui fait que ça a donné un portrait robot pas du tout ressemblant. Et une autre bombe explosera 2 ans après devant encore une fois un magasin d'informatique, cette fois sans faire de victime. Ensuite, plus rien pendant 7 longues années. Les enquêteurs commencent peu à peu à abandonner, pensant que l'homme ne refera jamais surface. Sauf qu'en 1993, une nouvelle bombe explose, et blesse cette fois-ci un professeur d'informatique de l'université de Yale. Au même moment, il envoie pour la première fois des lettres aux médias, dont une au New York Times, revendiquant toutes ces attaques pour le compte d'un groupe anarchiste appelé FC. Sauf qu'encore une fois, c'est un stratagème pour induire les enquêteurs en erreur, puisqu'en effet, il n'y a absolument pas de groupe anarchiste, et c'est bien un seul et même homme derrière tout ça. Un an après, en 1994, l'Unabomber tue une seconde personne,
un publicitaire. Il justifie son meurtre par le fait que, selon lui, le travail d'un publicitaire consiste à développer des techniques de manipulation de masse. Et vous allez voir qu'on va reparler de manipulation, mais dans quelques instants. En 95, il tue une troisième personne, Gilbert Murray, le président de l'association de sylviculture de Californie. La même année, il envoie aux grands journaux américains, dont le New York Times ou encore le Washington Post, son grand manifeste intitulé « La société industrielle et son avenir », accompagné d'une lettre expliquant que le seul moyen d'empêcher de nouvelles attaques est de publier son manifeste. Et à ce moment-là se pose évidemment une question morale. Est-ce qu'on peut donner une tribune à un homme qui vient, pour rappel, de faire sauter 16 bombes, tuer 3 personnes et blesser 23 autres? Le FBI se penche de son côté à l'étude du manifeste. Ils comprennent alors les motivations du tueur qui sont d'ordre politique. C'est un révolutionnaire persuadé que l'homme court à sa perte à cause de la technologie et de l'industrie. Et son texte se décompose en 4 axes. Premièrement, le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. Deuxièmement, seul l'effondrement de la société moderne peut empêcher le désastre. Troisièmement, il part de la gauche politique, disant qu'ils sont en première ligne contre le progrès technologique. Et la quatrième et dernière partie appelle à la révolution et justifie la violence comme un moyen légitime. C'est également la première fois que des linguistes vont collaborer avec le FBI. Après une analyse approfondie du texte de l'Unabomber, ils en retirent plusieurs éléments. Il vit seul, il n'a pas de femme, il est technophobe, il a probablement écrit une thèse et il est âgé d'entre 35 et 45 ans. Et parallèlement, le FBI va prendre une décision un peu folle mais en fait pas bête du tout, autoriser la publication du manifeste, dans le but que quelqu'un reconnaisse les écrits. Le 19 septembre 1995, le manifeste est publié. Toute la population américaine a désormais accès à ces 8 pages de haine envers la société moderne. Leur plan fonctionne, puisque rapidement ils sont contactés par un certain David Kaczynski, qui croit reconnaître les écrits de son frère. Les enquêteurs se tournent vers cette piste, et effectivement, c'est un homme seul, qui vit reclus, et diplômé d'Harvard. Les linguistes étudient les lettres que se sont échangées les deux frères, et bingo, tout correspond. Ted Kaczynski est démasqué, il est l'Unabomber. Une traque de 50 millions de dollars se met en place, la plus chère de l'histoire du FBI, et le 3 avril 1996, la traque s'achève enfin. Sa minuscule cabane perdue dans une forêt du Montana est placée sous surveillance, et un garde forestier va ruser pour le faire sortir de sa tanière. Une fois dehors, il est maîtrisé puis arrêté. Federal agents have taken into custody a man they suspect as the Unabomber. This drama is unfolding. Mais maintenant que l'Unabomber n'est plus, qui est vraiment Ted Kaczynski? Né en 1942, il est un enfant brillant. Avec 167 de QI, il entre à Harvard à seulement 16 ans. Marginal depuis son enfance, il ne parvient pas à s'intégrer dans le milieu universitaire et parvient à obtenir sa licence de mathématiques péniblement avec des résultats médiocres. Il n'est pas fait pour ce monde et abandonne la carrière de mathématicien qu'il attendait pour rentrer chez ses parents. En 1970, il achète un terrain dans le Montana, là où il construit sa cabane, celle où il sera arrêté. À son procès, ses avocats tentent de plaider la démence avec un diagnostic de schizophrénie, mais sans succès. Mais Kaczynski ne souhaite de toute façon pas être jugé dément, parce que si c'est le cas, alors ses écrits et ses actes perdraient toute valeur. Il décide donc de se séparer de ses avocats pour plaider coupable dans l'espoir d'être exécuté. Mais il est finalement condamné à la prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Et à 77 ans, il est aujourd'hui toujours incarcéré dans la prison fédérale haute sécurité de Florence dans le Colorado. Et contrairement à l'image que l'on a généralement d'un terroriste, force est de constater que Ted Kaczynski était complètement différent. Car en effet, il avait certainement raison sur quelques points, et ceux comme moi qui ont vu la série Netflix, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Mais lui, il a choisi de répandre ses idées de la manière la plus violente qui soit, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée. Puisqu'aujourd'hui, les militants altermondialistes ou encore écologistes, malgré le fait qu'ils partagent des idées en commun avec Kaczynski, ils ont beaucoup de mal à reprendre ses idées, on peut les comprendre. Puisqu'en effet, non seulement il a fait des trucs pas mal pourris, et en plus de ça, il en a inspiré d'autres. Notamment Anders Breivik, terroriste d'extrême droite, auteur des attentats d'Oslo en 2012, qui avait pour rappel fait 77 morts et 151 blessés. Ou dans son manifeste, il plagie toute une partie du manifeste de Kaczynski. Maintenant, je vous propose une hypothèse qui, si elle s'avérait être vraie, ça remettrait beaucoup de choses en question. Et si l'Unabomber avait été écrit par la CIA? Ce n'est pas une blague ni un délire complotiste, vous allez comprendre. En 1958, alors fraîchement arrivé à Harvard, Ted Kaczynski devient fan de l'un de ses professeurs, Henry Murray. Il se confie à lui, et notamment sur ses idées et sa vision du monde, déjà très affirmée à l'époque. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une salle d'interrogatoire à subir une séance de torture psychologique, menée par son mentor Murray et la CIA pour qui il travaillait. Kaczynski est alors la victime de MK Ultra, le fameux programme de lavage de cerveau mis en place par la CIA pendant la guerre froide. Et en effet, Ted Kaczynski était un esprit dissident, et il a servi comme cobaye au début du programme. Ces séances de torture psychologique seraient l'événement déclencheur qui aurait fait du jeune prodige, Ted Kaczynski, un terroriste en puissance. Or, même si c'est l'hypothèse retenue pour la série Netflix et qu'il aurait confié ça à un journaliste lors d'une interview, aujourd'hui, il n'en parle dans aucun texte, ni même dans son autobiographie. Même si c'est une théorie intéressante et crue par beaucoup de monde, elle a du mal à être convaincante. Oh. Well, it isn't my
L'Unabomber est devenu depuis une figure de la pop culture, car au-delà de ses actes et de ses idées, l'Unabomber est avant cela la personnalisation de la révolte, du refus du progrès, et en fait de tout ce que craint l'Amérique. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, aux commentaires, à me suivre sur Twitter, Instagram, vous connaissez. J'espère que la sponsor au début ne vous a pas trop cassé dans l'immersion. Vous pouvez me soutenir sur Utip gratuitement ou avec un don, et moi je vous dis à la prochaine.